Seconde partie, nous allons continuer de parler de la Centrafrique où on évoquait les affrontements meurtriers entre groupes armés à Bria. Nous accueillons sur le plateau Dimas Dikodo, patron de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir David. Bonsoir. Bon, Magloire. Alors, c'est vrai que vous nous suiviez un peu en off là-bas. On évoquait le sujet de la Centrafrique. Cet État qui aujourd'hui se retrouve quasiment en déconfiture. L'État n'existe plus en Centrafrique. Je pense que David l'a dit, Magloire l'a dit aussi. C'est un pays sans État. Et c'est vraiment dramatique pour l'Afrique, toute l'Afrique centrale là-bas. Est-ce que vous savez que la seconde personnalité de l'État entre griffes centrafricains, c'est l'ambassadeur des États, c'est l'ambassadeur de France. C'est la seconde personnalité. C'est-à-dire, il vient avec toute autre personnalité des institutions centrafricaines. Il vient avant le président de l'Assemblée nationale, il vient avant le Premier ministre, il vient avant tout le monde. Et donc, c'est de par son poids, parce que officiellement, dans le classement... Ça démontre que c'est la France qui fait la loi en réalité en Centrafrique. C'est la France qui fait la loi. Vous savez, comme le disait tout de suite Magloire ici, l'Afrique est victime de ses ressources, des ressources de son sous-sol. Vous savez qu'il y a des endroits en Centrafrique qu'on ne peut pas traverser à vol d'oiseau. L'hélico ne peut pas passer. Parce qu'à ces niveaux, il y a des exploitations des minéraux là-bas, tout comme ce qui se passe au Mali. Et ça a commencé en Centrafrique d'abord. Et tout autour, on a créé des foyers de tension. Si vous fouillez bien, la question de vol de moto qui fait ressurgir les anti-Balaka, les anciens de Séléka et tous les autres là. Si vous fouillez bien, vous allez voir que c'est un foyer artificiellement allumé pour pouvoir atteindre des objectifs bien précis. Et donc, on est en train de faire de la Centrafrique une zone d'expérience pour voir comment est-ce qu'on peut exceller en pillage des ressources de nos sous-sols. Ce qui s'est passé, ou bien ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est ce qui est transporté au Mali actuellement, où on crée artificiellement des foyers de tension de gauche à droite et on exploite nos ressources. C'est dommage. L'État est complètement impuissant. Ça n'existe pas. L'État même n'existe plus. On a mis des paravents là-bas et toute la sécurité. C'est vrai qu'on nous dit que c'est un Russe qui est le conseiller militaire, tout ça, c'est une façon de nous pomper des sous. Mais la sécurité de ceux qui incarnent l'État en Centrafrique est complètement assumée par la France ou des éléments à la sorte de la France. Vous voyez, non? Et donc, c'est la France qui décide de tout. Vous savez, en Centrafrique, vous pouvez rester ici et juste à côté de vous, si on va commencer par tirer sur les gens, personne ne sort. Personne ne dit rien. Et tu ne peux pas aller te plaindre quelque part pour dire que David m'a fait ceci, je ne suis pas d'accord. Non, ça n'existe pas. Et donc, on peut tuer devant vous, on peut tout faire. Et autour de ça, ce qui est dangereux, c'est que quand la France a décidé de vous faire mal, elle met tous les moyens. Et autour de tout ça, c'est la chape de plomb. Total. C'est l'omerta. Personne ne dit rien. Vous voyez que ceux qui nous font parvenir les dépêches concernant tous ces pays, c'est les dépêches françaises, c'est des agences françaises. Mais voilà. Mais alors là, c'est filtré, c'est refiltré, c'est tamisé proprement. Ah oui, ce qu'ils veulent. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe réellement dans cette zone, personne n'est au courant. Et ce qui est encore pire et grave, voire gravissime, c'est le comportement de la mission des Nations Unies là-bas. C'est une complicité totale. Parce qu'après tout, c'est la France qui décide. Alors, David, c'est vrai que Dimas disait et évoquait à l'instant l'État et puis que l'État n'existe quasiment plus. Alors, quand on prend le cas malien qui vit un peu la même situation, on a eu quand même des accords d'Alger, mais dans le cas centrafricain, on ne parle même d'aucun accord de paix, d'aucune discussion véritable avec les groupes armés.
Est-ce que ça servira encore à quelque chose, le fait de signer des accords entre belligérants? Parce qu'il y en avait eu, il y en avait eu des accords de cessez-le-feu qui ont été violés. Vous vous rappelez de l'accord de Rome? Signé par les belligérants, les anti-Sénécal, le gouvernement, les anti-Balaka, etc. L'accord a été signé à Rome. Au retour à Bangui, 3 jours après, l'accord a été violé. Il y a eu échange de coups de feu. Bria, ce n'est pas la première fois qu'elle tombe sous le coup des affrontements meurtriers. Je pense que c'est la 3e fois ou la 4e fois que cette ville est soumise à ces affrontements. Donc, les accords ne pourront pas être signés parce qu'en face, il y a des intérêts de chaque puissance. La France a une assise assez profonde en Centrafrique. C'est quand même assez extraordinaire. On vous dit que ce pays est riche en or et en diamants. Bon, j'ai lu un peu l'histoire de la Centrafrique. En uranium également. Oui, ce pays est très riche. S'il faut compter un pays qui soit plus riche dans la région centrafricaine. En Afrique. Ça doit être, voilà. Parce qu'à partir de ces minéraux, ce pays peut véritablement développer son ascension. Mais comment pouvez-vous comprendre que ces minéraux composent aujourd'hui le sujet de discours? Voilà. Et donc, même si on appelle les belligérants à une table de dialogue, ils viendront, mais après, ils seront les premiers à violer cet accord parce que, en respectant cet accord, vous mettez en péril vos intérêts. Mais en le violant, vous pouvez facilement voler, piller comme vous voulez. Et c'est ce qui fait que c'est avec cet argent qu'ils arrivent à acheter les armes, qu'ils arrivent à véritablement investir dans l'armement, etc. pour justement, au lieu de protéger la population centrafricaine, lui faire peur pour véritablement imposer une instabilité politique dans le pays. Mais c'est ce qui se passe. On a quand même en Centrafrique un président, Faustin Archange Touadéra, qui ne souffre d'aucune légitimité. Il est bien élu. Oui, mais il sert à quoi un président? Ce président, il sert à quoi? On a vu comment il est arrivé au pouvoir. C'est vrai que c'était à la suite d'un accord et d'une élection. Voilà. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il arrive à offrir le minimum de sécurité aux Centrafricains? Non, le pays est aujourd'hui victime d'instabilité, d'affrontements meurtriers. Chaque jour qui passe que le bon Dieu fait en Centrafrique, on recense des morts. C'est extraordinaire. Ce pays n'a pas... C'est un petit pays, coincé au centre de l'Afrique, là-bas, très beau pays. J'ai eu la formidable chance de visiter ce pays. C'est un très beau pays qui a moins de 5 millions d'habitants et qui ne qui ne devrait normalement pas souffrir. Voilà. Les Centrafricains auraient été la population la plus heureuse de l'Afrique aujourd'hui si les choses se passaient bien dans ce pays. Malheureusement, c'est le pays le plus pauvre en Afrique. Je pense qu'il doit être à l'avant. Voilà, d'après l'un des plus pauvres du monde. Du monde. Mais comment on arrive à expliquer que dans ces genres de situations, l'Union africaine reste silencieuse? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nos organisations continentales, en termes de regroupement d'États, est-ce que ça existe réellement? Oui, en tant que structurellement parlant, oui, l'Union africaine existe. Mais je crois que si vraiment l'Union africaine existe, comme on voit l'Union européenne agir par moment, on parle de groupes armés qui affaiblissent, n'est-ce pas, tout un État. Et l'État là fait partie de l'Union africaine. Et depuis lors, l'Union africaine apparemment n'agit pas. Certes, on nous dira qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre-temps, mais le constat sur le terrain, c'est qu'à ce jour, la situation reste toujours fragile. Les groupes d'autodéfense agissent encore. Et là, moi, parce que quand ces groupes continuent par agir, moi, je dirais que c'est l'État qui n'existe pas. Et quand l'État n'existe pas, c'est que l'Union africaine même n'existe pas. Et donc, moi, je pense qu'il est bien de se retrouver par moment lors des sommets, discuter de tout, de la sécurité, la paix et tout. Mais quand on part tout récemment à Lomé, les chefs d'État du continent s'étaient encore retrouvés. Du moins de la CEDEAO et de la CEAC se sont retrouvés à Lomé, une première d'ailleurs, pour parler de la paix, de la sécurité. Mais ça fait depuis 2013 que ce pays
a basculé dans la violence et tout. Mais qu'est-ce qui se fait concrètement? Moi, je voudrais plus voir l'Union africaine agir que de prononcer tout le temps de beaux discours, mais qui après ne se suivent pas d'actes véritablement. Oui, je sais qu'au sommet de l'État, c'est beaucoup plus facile de dire par moment des choses, mais au sommet de l'État, la réalité est également autre chose. Mais je dis, la solidarité et diplomatique voudrait que quand un État de l'Union africaine est menacé, pas menacé par un autre État, on parle de groupe d'autodéfense, c'est-à-dire qui se réclament centrafricains, mais qui menacent l'État. Et toutes ces organisations sont là à assister à cette scène qui faite de plusieurs épisodes. Je ne comprends pas. Et je rejoins également David qui parlait un peu de la Centrafrique. En réalité, ce pays, il a toutes les ressources possibles pour se développer. Mais le doyen Dimas disait tout à l'heure que les dépêches même que nous lisons, les Blancs nous servent ce qu'ils veulent. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez tous les classements, on classe, n'est-ce pas, la Centrafrique comme l'un des pays les plus pauvres. Mais en réalité, quand vous analysez ou vous étudiez un peu ce pays, vous verrez qu'il y a l'or, le diamant et l'uranium. Qu'est-ce qu'il faut encore pour se développer? Il y a un minerai même plus précieux que ça dont personne ne parle. J'ai un ami qui travaille avec les Orientaux là. Il est à Paris. Et il m'appelle et il me dit qu'il a besoin de ce minerai parce que un de ses amis en Orient voulait en commercialiser. Et on lui a dit qu'on peut trouver ça au Togo. Alors, moi, j'ai pénétré un peu à la direction des mines pour toucher à certains, pour voir si quelque part on peut trouver ce minerai dans le pays. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais tu cherches ce minerai pour faire quoi? Je dis non, mais il y a un ami qui veut commercialiser, il paraît que ça peut rapporter, c'est légal. Il me dit quoi? Que ce minerai sert à guider les missiles à longue portée. Et donc quand tu rentres sur ce terrain, c'est que tu es sur le terrain de la défense, et là, tu es exposé à tout. Vous voyez? Et donc quand un sous-sol regorge de ces minerais, c'est la convoitise de toutes les puissances. Vous voyez, non? Et donc, mais on a tout fait pour que l'Union africaine soit impuissante. C'est ça. Parce que l'événement n'existe que sur un terrain politique quand la presse le relaie. Mais ici, on fait tout pour étouffer la presse. Et donc, c'est comme pas de bruit de presse, il y a la paix. Alors, actuellement, il peut y avoir des bruits de bottes, il peut y avoir les Kalachnikov qui crapitent, il peut y avoir des bombes qui tournent de gauche à droite, mais tant que la presse ne parle pas, c'est comme il y a la paix là-bas. Il y a la paix, pas comme. Il y a la paix. Et donc, on peut avoir une situation, une minute, on peut avoir une situation paisible, mais si on veut démontrer que c'est la guerre là-bas, il y a la guerre. Tout le monde va dire qu'il y a la guerre, il y a la misère, rien ne va là-bas. Voilà, donc je le disais, le dispositif est tellement huilé en sorte que aujourd'hui le pays est tellement fragile et tous ceux qui développent des idées pas trop orthodoxes prennent la Centrafrique comme un terrain d'expérimentation. Il y a également ce cas d'un ancien joueur de tennis canadien qui était en infraction avec les lois de son pays là-bas. Quand on a voulu le prendre, il a exhibé le passeport diplomatique centrafricain. Maintenant, on se demande, même au sommet de l'État centrafricain, on ne connaît pas le monsieur. Comment il s'est débrouillé pour avoir le passeport diplomatique? Parce que, entre-temps, lors d'une visite diplomatique du chef de l'État centrafricain, quelqu'un dans son entourage a tout fait pour le lui présenter et il a pris une photo avec lui et c'est vite fait. Donc ça rejoint la question de David quand il disait le chef de l'État Touadéra en réalité il sert à quoi? Il sert à quoi? Grande question. Fait valoir. On va maintenant vers le Mali. Deuxième sujet, des milliers de personnes contestent toujours la victoire d'Ibeka. Ce sont des partisans de Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle par Ibeka. Ils ont marché samedi à Bamako pour contester les résultats de ce scrutin.
non aux résultats proclamés où IBK ne vole pas notre victoire. Pouvait-on lire sur des pancartes lors de cette marche dans le centre de Bamako sur une dizaine de kilomètres d'Imas Dikodo, Soumaïla Cissé ne décolère pas. Mais jusqu'à quand? Effectivement, il ne décolère pas. Mais je pense que ça va peut-être lui servir de remobiliser la foule. De dire quand même que je n'ai pas abdiqué, sauf qu'on nous a triché. Et sinon, tout le monde sait que les carottes sont cuites. La messe est dite. On attend que peut-être les échéances futures pour se repositionner. David, la messe est dite. Il s'agit pour rien, c'est ça? Il s'agit pour rien, non. En fait, la loi, la constitution malienne lui permet d'organiser des manifestations. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Mais IBK, Soumaïla Cissé doit comprendre que tant que la Cour constitutionnelle a validé la victoire de IBK, c'est que difficile. les latés disaient Alea Yacta Est. C'est-à-dire que ainsi soit-il. J'ai dit ici qu'il faut qu'il espère encore. Il a encore de l'énergie, il a de la compétence. C'est un homme très intelligent. On a vu comment il a dirigé l'UEMOA à son temps. On a vu aussi l'espoir qu'il avait voulu incarner pour le peuple malien. Mais il est arrivé au mauvais moment. Il est arrivé au moment où le Mali était tombé dans les mains des terroristes. Et donc il fallait un général pour conduire les troupes. IBK a fait l'expérience 5 ans. Il y a nécessité qu'il continue, même si son bilan dans ce combat n'est pas encore aussi positif. Il a quand même enclenché un processus qu'il doit continuer. Et les 5 prochaines années constitueront pour Soumaïla Cissé un temps de recul pour mieux sauter. Et je pense qu'il pourra faire un retour assez fracassant dans 5 ans. Ça ne sert à rien d'éparpiller les énergies humaines des Maliens aujourd'hui dans les manifestations qu'il organise, même si la loi fondamentale l'autorise à le faire. Les énergies maliennes ont besoin d'être canalisées dans le combat contre les terroristes et pour justement stabiliser le pays, sécuriser les frontières. C'est sur ce terrain on attendait IBK et IBK n'a visiblement pas réussi. IBK n'a pas réussi, c'est pour ça que cette élection constitue en quelque sorte un désaveu pour IBK. Et il s'est fait élu au forceps. Avec une élection émaillée de fraude ahurissante. Mais je pense que ceux qui sèment la pagaille au Mali veulent que ça soit ainsi pour qu'ils puissent toujours continuer à semer la pagaille. Mais c'est un peu ça aussi la grande interrogation de l'opinion internationale. Comment se fait-il qu'un président n'a pas pu réussir à sécuriser les frontières du Mali, bénéficie de l'électorat malien après 5 ans. Même s'il y a un faible taux de participation, il y a des Maliens qui ont voté pour lui. Il y a une partie de la population malienne qui a porté son choix sur ce président. Il faut lui laisser... Quand on prend 8 millions de Maliens et on se fait élire par 1,7 million, c'est extraordinaire. C'est scandaleux. La loi du Mali n'annule pas. C'est ça la démocratie. Même si c'est un seul Malien qui est rentré dans l'urne pour voter IBK, il va être proclamé président. C'est terrible en fait, c'est terrible. IBK a quand même tendu la main à Soumaïla Cissé dans un discours. Il a appelé jeune frère. Et quand il était en déplacement à Nouakchott, il a dit il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant on prenne la main que j'ai tendue à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions. Oui, il n'y a rien de nouveau en fait. C'est plutôt un discours réel. Et puis, il n'y a rien de nouveau. Et vous savez, ce qui se passe au Mali, pour moi personnellement, c'est l'incarnation même de la réalité géopolitique en fait. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la France a une base militaire au Mali. Et vous avez vu dans un pays où on n'a pas pu voter dans presque 700 bureaux de vote.
Mais juste après tout ce processus, il y a l'Union européenne qui a félicité le pays, le Mali, pour l'organisation entre guillemets parfaite des élections. Il y a le Canada qui a suivi, il y a la France qui a suivi. Mais allez-y comprendre ce qui se passe. Ça aurait été d'autres pays qu'on dira, mais écoutez, tel que les choses sont passées, vous ne pouvez pas avoir notre consentement ou du moins notre approbation. Mais avec IBK, tout roulait normalement. Ça veut dire, alors qu'en réalité, quand vous suivez un peu, vous faites le bilan de son parcours, les 5 ans de son premier mandat, ce n'est pas aussi un bilan assez élogieux. Mais voilà, mais comme je l'ai dit, le Mali est un État instable et on a tout fait pour trouver l'homme qu'il fallait à un moment donné pour stabiliser un peu le moment et enfin le pays et la zone, parce que au-delà du Mali, il y a également le Niger, l'Algérie, tout ça qui rentre en jeu. Donc, pour moi personnellement, ce n'est pas la personne de IBK qui est en jeu, mais c'est toute une autre réalité. Mais ça veut dire que Cissé ne faisait pas l'affaire? En réalité, pas qu'il ne faisait pas l'affaire, mais on dit, il y a un adage, je ne sais pas si je le maîtrise très bien, mais... on ne change pas une équipe qui gagne. Un peu ça, mais il vaut mieux faire avec le sorcier de la maison ou quelque chose comme ça. Que de chercher un ange qu'on ne connaît pas. Oui, un peu comme ça, quoi. Ça dit que IBK, c'est le moindre mal. Et Soumaïla Cissé, on ne le connaît pas encore, donc autant faire avec l'homme qu'on a sous la main. Et après, on verra, parce que quand vous voyez IBK, Soumaïla Cissé, en réalité, c'est des gens qui ont cheminé ensemble. Et donc, au-delà de tout, c'est la politique. Mais ce que je reproche beaucoup plus à Soumaïla Cissé, c'est que, vous savez, c'est un homme intelligent, très intelligent d'ailleurs. Et il connaît bien la politique. Vous connaissez la situation sociopolitique de votre pays. Vous savez qu'un gouvernement ne peut jamais organiser les élections et penser les perdre. Vous savez que l'État actuellement a la puissance occidentale derrière lui. Et dans tout ceci, vous optez à aller en rang dispersé, 24 candidats. Bon, c'est pas sa faute aussi. Non, c'est vrai que la loi le dit, mais moi je dis... C'est pas sa faute. Oui, mais... Et puis des élections à 2 tours. À 2 tours. Peut-être on lui reproche au second tour, n'a pas réussi qui dit que IBK n'a pas positionné d'autres partis artificiellement? Je sais, mais quand même, dans tous les partis qui se sont positionnés au sein de l'opposition, ils savent quand même ceux qui font le poids. Vous avez vu, ils n'ont pas pu faire un front, mais juste après le premier tour, ils s'organisent pour faire un front. À quel titre? Moi, je me non, mais ils n'ont même pas fait de front parce qu'il y a eu des. Ils n'ont même pas passé des consignes. Ils n'ont pas donné de consignes de vote. C'est les grosses pointures. C'est ça qui n'a pas marché finalement. Mais moi, ce que je dis fondamentalement, c'est qu'ils auraient pu aller en rang uni. Et peut-être que les données seraient autres que ce qu'on observe actuellement. Il n'avait pas le choix. Il y a aussi ça qu'on reproche à Cissé. C'est vrai qu'il s'agite aujourd'hui, mais il oublie qu'il n'a pas réussi à rallier les autres à lui. Il y avait les 2 faiseurs de roi, surtout le richissime homme d'affaires, Aliou Diallo, et puis Modibo Diarra. Qui peut rallier Aliou Diallo si ce n'est pas le pouvoir, celui qui est au pouvoir? Qui peut l'impressionner? Voilà. C'est quelqu'un qui s'autosuffit, il a tous les moyens, c'est un richissime. Les autres, c'est des opposants, du moins c'est les gros poids lourds qui se sont ralliés carrément à IBK. C'est des gens avec qui n'importe quelle opération de charme de Cissé échouerait. Et donc, non, la situation est plus compliquée. Je ne pense pas qu'il a échoué de réunir l'opposition, mais cette opposition est plus complexe que ce que nous avons d'ailleurs aux autres parties de l'Afrique. La preuve est toujours au Togo, hein. Vous voyez, qu'on n'arrive pas à faire cette illusion d'union de l'opposition. Et vous voyez, non? Et à chaque fois, à l'approche des élections, au nom de la démocratie, au nom du multipartisme et de la pluralité... On va disperser. Alors, c'est ça, malheureusement. Ce qui est intéressant un peu ici, c'est qu'au-delà de tout, il fait bien quand même de garder la même dynamique contestataire. Je
jusqu'à peut-être les prochaines échéances. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Ça s'est passé au Togo depuis 2010 à 2015. Ça n'a rien donné. Vers la fin, tout a essoufflé. Vous voyez, non? Ce n'est pas possible. Finalement, un sport de tous les samedis. Mais ça permet. Et vous savez ce que Magloire dit, en fait, j'essaie de le comprendre. Parce que Soumaïla Cissé risque de disparaître totalement de la scène politique malienne si il met fin à ces manifestations. Non, c'est vrai. Les Maliens ne vont jamais lui pardonner cela. Je vous disais tout à l'heure que Soumaïla Cissé portait l'espoir du peuple malien. C'est parce que ce peuple n'avait pas toutes les conditions pour aller librement s'exprimer dans les urnes. Il y a eu en face une machine à fraude mise en place par Ibrahima Ibeka pour barrer la route de Soumaïla vers la présidence. Parce que Dimas le disait tout à l'heure, c'est impossible que le pouvoir en Afrique organise des élections. Et les rares pays qui ont fait ça, on peut les compter sur le bout des doigts. Donc Soumaïla Cissé a besoin de cette flamme pour justement encourager. Oui, mais jusqu'à quand? C'est ça le problème. C'est bon. Mais jusqu'à quand, David? C'est militant. C'est ça. Oui. Parce que si traîne trop, comme on dit que l'eau qui tue trop dans la bouche devient la bave, quand il traîne trop, le mouvement va s'essouffler et il sera toujours le perdant. Oui, il va le faire, il n'a qu'à savoir l'exploiter. Qui a eu samedi dernier à Bamako. C'est les débuts. Les débuts doivent forcément compter sur cette stratégie-là. Avec le temps, il développera d'autres stratégies. Et il est obligé d'être quotidiennement présent sur la scène politique malienne et dans le cœur. Oui, là on est d'accord. Mais pas au niveau des manifestations. Les manifestations doivent être bien gérées. Vous avez vu ce que Nana Akufo-Addo a fait au Ghana. Oui, ce que Nana Akufo-Addo a fait au Ghana, mais il a dit, mais voilà, j'ai gagné, on m'a triché, mais voilà comment on va gérer. Je ne vous envoie pas dans la rue pour faire la violence, mais je vous mobilise pour des meetings, pour des rencontres, et ça a pris. Ça a pris. Mais de telle façon, on ne peut pas lui en vouloir. Il jouait de son plein droit constitutionnel. Donc, il exerce. Au finish, ça va rapporter quoi? C'est ça. C'est le résultat. C'est ce qu'on va voir. C'est à lui de définir sa stratégie. C'est ça, c'est ce que nous disons.